Au nom du Conseil français du culte musulman et des fédérations musulmanes organisatrices du présent congrès, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, ici à l'Institut du monde arabe. Le CFCM joue un rôle crucial dans notre pays, et je crois que vous le savez. J'ai vu toute l'utilité du CFCM. Je l'ai mesurée au moment où il y a eu les attentats qui ont tragiquement endeuillé notre pays et singulièrement tragiquement endeuillé l'Île-de-France. Le CFCM, à ce moment-là, a exercé pleinement ses responsabilités. Vous avez porté un message de paix et d'apaisement et de concorde nationale. Il n'y a pas d'autre solution que vous entendre et écouter, parce qu'on dit tellement de choses et tellement de gens parlent de la religion sans savoir, que la meilleure méthode était quand même d'entendre les musulmans de France et de voir ce qu'ils avaient à nous dire. Et on a rendu un rapport qui, jusqu'à aujourd'hui, est le seul travail un peu sérieux qui est fait. Je parlais d'apprentis sorciers. Il y en a un certain nombre sur le marché en ce moment. Les musulmans de France sont des citoyens à part entière et pas des citoyens à part. Et moi, je plaide pour une chose qui est très simple, c'est que les musulmans doivent s'organiser, et c'est sûrement pas à l'État d'intervenir pour organiser l'islam de France, ou l'islam en France. Et ça, c'est une constante. C'est une constante absolue, et il ne faut pas en démordre. Et moi, je voudrais vraiment, comme je l'ai fait à la suite des assises territoriales, qui ont été un très grand succès, parce qu'on a laissé la parole aux musulmans. Les assises territoriales ont été une très bonne idée. Je suis assez hostile aux Grenelles, aux États généraux, de ceci, de cela, qui finalement ne donnent pas de résultats. Mais il se trouve que les assises territoriales de l'islam ont donné des résultats, et on en a fait un compte-rendu au Sénat, et c'était important d'entendre les musulmans dans un cadre comme celui-là. En conséquence, je reconnais beaucoup de visages amis, y compris de signataires de la fameuse déclaration du 29 janvier 2000, qui établissait une espèce de charte des rapports entre le culte musulman et les pouvoirs publics. Le temps a passé, le CFCM a vu le jour après les concertations nécessaires au sein de l'Istichara, la consultation. C'est un de mes successeurs, M. Sarkozy, qui a installé le CFCM, et celui-ci a vécu sa vie indépendante, si je puis dire, jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que c'est un excellent signe que ce congrès des musulmans de France, important, historique peut-être, c'est l'histoire qui le dira après, important en tout cas, il a fallu, cela a été souligné avant moi, un long chemin pour en arriver là. Il faudra encore un long chemin pour aller plus loin, mais que ce soit sous les auspices de la loi de 1905. Au fond, cette loi du 9 décembre 1905, Jean-Pierre Chevènement l'a résumée en quelques mots très justes, mais je veux le rappeler à nouveau, elle assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice des cultes dans le respect de l'ordre public et de la liberté d'autrui. C'est dans ce cadre que l'organisation des musulmans en France doit se mettre en place, et je le dis à mon tour, c'est évidemment d'abord l'affaire des musulmans eux-mêmes. Mesdames, Messieurs, les événements sociaux qui agitent en ce moment notre pays démontrent une vérité trop souvent niée. Les musulmans de France ne sont pas la raison de ce malaise français, et l'islam ne doit plus servir de diversion ni de bouc émissaire tout trouvé des problèmes de notre pays. En ce moment décisif pour l'avenir de l'islam en France, nous revendiquons bien sûr l'indépendance de notre culte, c'est la loi. Et comme principe préliminaire à toute discussion sur cette organisation de l'islam, toute tentative de modifier les rapports clairs et fondamentaux de la loi entre les religions et l'État, toute ingérence d'une administration qui se doit d'abord de respecter la liberté religieuse entraînerait notre opposition farouche. Les administrations nous incitent, ce qui n'est pas nouveau, à faire prévaloir la loi de 1905. Nous demandons au contraire
le respect de nos statuts actuels, qu'on ne peut également nous contraindre à changer. Nous rejetons également l'ingérence dans le financement du culte et les apports extérieurs pour la construction et la gestion des lieux de culte qui ne sont en rien une exception dans notre économie mondialisée qui favorise l'arrivée de capitaux étrangers dans toutes les sphères culturelles, artistiques, sportives, économiques, industrielles et même spatiales de notre pays. Ces apports étrangers ne sauraient donc justifier une atteinte à la séparation entre l'État et les cultes. Seul importe une gestion libre et autonome par un contrôle légal, par exemple d'un commissaire aux comptes, qui peut devenir obligatoire dans la gestion des finances. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous, fédération avec nos mosquées, représentons l'islam en France, ancrage historique et territorial qui fait de nous des interlocuteurs légitimes pour l'État. Nous avons la capacité de gérer le quotidien et de penser l'avenir de notre culte. Cet engagement est aujourd'hui réaffirmé par notre volonté de renforcer le Conseil français du culte musulman. Concrètement, il faut accepter que le travail que nous faisons chacun de son côté et pour sa fédération n'est plus suffisant. La mutualisation de nos moyens et de nos actions et l'intelligence collective pour agir ensemble sont devenues une condition impérieuse si nous recherchons l'efficacité. Dans le monde d'aujourd'hui, cela est vrai pour tous les secteurs. Il n'y a pas de raison que cela ne s'applique pas aux religions. En cela, le Conseil français du culte musulman, qui a fait ses preuves depuis 15 ans et qui a constitué la première base de travail en commun, doit poursuivre son développement. Soyons honnêtes, cela passera nécessairement par l'octroi d'un vrai budget de fonctionnement et donc d'une participation de tous les acteurs et donc de toutes les mosquées afin de professionnaliser nos travaux. Il ne sert à rien de parler de tel ou tel projet si nous ne prévoyons pas un budget à la hauteur de nos ambitions. Le chemin reste long et tortueux. Nous sommes tous convaincus que les musulmans de France doivent s'organiser et continuer à se structurer pour préserver leurs croyances, leur foi et contribuer au mieux à l'essor de notre société. Dans cette lourde tâche qui consiste à organiser et structurer la vie des musulmans de France, il incombe à chacun de prendre ses responsabilités, aussi bien à nous, les organisations musulmanes de France, que, bien sûr, les pouvoirs publics. Ce que nous, organisations musulmanes, fédérations musulmanes, gestionnaires de lieux de culte, devons faire, c'est de continuer à restructurer notre organisation avec le CFCM, qui est notre maison commune, et réformer courageusement cette instance pour lui permettre de fonctionner avec plus d'efficacité. Le déficit d'équité et d'équilibre au sein, il faut bien le dire, de notre Conseil français du culte musulman, notamment au sein de sa composition, ne peut perdurer davantage, mes chers frères et sœurs. Au risque de mettre en péril son existence, il en va de notre intérêt à tous. Aussi, cela doit être une de nos priorités dans ces réformes. Dans le même sens, afin de renforcer notre Conseil français du culte musulman, dans le cadre de nos réformes, nous devons également tout mettre en œuvre afin que les mosquées dites non affiliées à une des fédérations présentes ici soient également représentées et à leur place. Nous qui vivons ici en France, les musulmans, il y en a qui ne se reconnaissent pas dans le CFCM. Il y en a qui étaient au CFCM qui sont partis. Les responsables aujourd'hui du CFCM, vraiment, prenez conscience que dans la bataille des pachydermes, des éléphants, quand les éléphants, entre eux, veulent des postes, ils se battent. Chaque pas qu'ils posent, ils écrasent des fourmis sans s'en rendre compte. Dans vos luttes, vous, les trois grandes fédérations soi-disant, prenez conscience que tout ce que vous préparez
pour la réforme du CFCM, qui cherche à maintenir vos privilèges acquis, certes, mais vos privilèges, c'est au détriment de l'islam. C'est pourquoi nous avons fait une proposition. Et Dieu est notre témoin. C'est une proposition qui donne du souffle, qui aère l'islam, l'Organisation des musulmans en France. Imaginez un instant que le prochain président du CFCM ne soit ni arabe ni turc, que ça vienne de l'île de la Réunion. Nous saluons et nous soutenons tout discours qui appelle au rassemblement et à l'union, et nous condamnons tout acte de désordre, d'extrémisme conduisant à la haine. La communauté musulmane doit donc, plus que jamais, s'unir derrière un CFCM fort, un organisme transparent, ni exclusif ni excluant, un organisme représentant la communauté musulmane dans toute sa diversité. Les institutions publiques françaises ainsi que les membres du gouvernement doivent montrer tout leur soutien pour la mise en place des structures et d'organismes agréés par l'État. Le CFCM a le mérite d'exister. Il a fait ses preuves depuis 15 ans, surtout dans les moments difficiles. Tout le monde l'a rappelé, tous les intervenants l'ont rappelé. Il faut maintenant le réformer, l'améliorer, mais sûrement pas l'éliminer. Et il faut lui donner à travers de nouveaux outils le moyen de poursuivre sa mission. Ceux qui le critiquent et pensent qu'il faut supprimer le CFCM se trompent lourdement et ils induisent en erreur le musulman. Il y a des pages que nous devons tourner. Nous devons, quand on pense à la réforme du CFCM, nous devons raisonner en tant que citoyens français de culte musulman. Le mot citoyenneté ici prend tout son sens. Et non pas comme des musulmans français originaires d'un pays quel qu'il soit. Ce point est capital. Il ne s'agit pas de renier ses origines, bien entendu. Tout le monde a des origines. Moi, je suis d'origine indienne, j'en suis fier. Chacun a ses origines, tout le monde a une histoire. Nous sommes tous fiers de nos origines. Mais nous avons choisi de vivre en France. Donc, nous avons choisi de vivre en France. Et c'est un pays qui nous permet de pratiquer notre religion en toute quiétude. Il faut donc faire évoluer le CFCM en lui donnant un second souffle, en faisant bouger les lignes, oser réformer, bousculer certaines pratiques et faire émerger de nouvelles personnes, en particulier des jeunes. Tout cela doit se faire dans la concertation, l'union et l'amitié qui caractérisent les gens de la foi. Vous l'aurez donc compris, nous soutenons sans réserve le CFCM nouveau, nous serons partie prenante dans son organisation et nous mettrons toute l'énergie nécessaire afin que la pratique de la foi reste compatible avec le respect de la loi. Cette rencontre, effectivement, comme ça a été rappelé, se tient à un moment très sensible, voire historique, pour l'organisation du culte musulman en France. Comme vous le savez, à l'occasion de ce congrès des musulmans de France, le CFCM, et les représentants du culte musulman ont décidé de prendre la parole d'abord en tant que citoyens français de confession musulmane, et j'insiste sur le mot citoyen français. Ils ont convenu, comme vous le savez, de placer cette rencontre sous le signe de l'unité, de l'indépendance et de la citoyenneté, et ces mots n'ont pas été choisis au hasard. Le CFCM a entamé depuis plusieurs mois une réflexion en profondeur pour la réforme du CFCM avec l'ensemble des fédérations et des grandes mosquées. Des propositions structurantes et courageuses sont sur la table. Elles commencent à faire l'objet d'un large consensus où la première problématique, c'est l'unité et l'apaisement pour les prochaines élections du CFCM et des CRCM. Parce que qu'on ne se cache pas ou qu'on ne se voile pas la face, tout le monde connaît et reconnaît les retombées négatives du système électoral actuel pour le CFCM et les CRCM. Et les 5 élections qui ont eu lieu depuis 2003 ont donné lieu à une compétition électorale exacerbée et ont laissé des traces indélébiles dans nos mosquées. Il faut donc dépassionner ces élections et nous avons une opportunité historique pour réaliser enfin l'unité et le rassemblement des musulmans de France, sans jeu de mots bien sûr.
Et l'une des propositions qui sont sur la table, c'est de présenter des listes communes entre l'ensemble des fédérations nationales et les grandes mosquées dans l'ensemble des régions de France. La deuxième proposition qui commence à faire l'objet d'un consensus, c'est renforcer la proximité avec les fidèles et les mosquées. Comme vous le savez aujourd'hui, le CFCM est structuré au niveau national et au niveau régional à travers les CRCM, mais tout le monde s'accorde aujourd'hui sur la nécessité de rajouter un échelon départemental à travers ce que certains appellent les CDCM, les conseils départementaux du culte musulman. Ceci permettra une plus grande proximité avec les mosquées et avec les fidèles, et ceci favorisera également une meilleure lisibilité de l'action du CFCM et des CRCM, notamment auprès des interlocuteurs locaux, que ce soit les préfets ou les maires. Troisième point, et non des moindres, c'est l'ouverture du CFCM à la société civile. Il y a une forte attente, comme vous le savez, pour que les instances représentatives du culte musulman s'ouvrent enfin aux différentes composantes de la société civile, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les nouveaux arrivants dans l'islam ou ceux qu'on appelle communément les convertis. Comme vous le savez, les femmes représentent la moitié de l'humanité. Et imaginez qu'aujourd'hui, il n'y a aucune femme ni à l'Assemblée générale du CFCM, ni au conseil d'administration du CFCM, et encore moins au bureau du CFCM. La deuxième catégorie, c'est celle des jeunes, parce que les jeunes représentent justement l'avenir de l'islam de France. Ce sont les musulmans de France d'aujourd'hui et de demain, et là aussi, il y a très peu de jeunes dans les instances représentatives du culte musulman. Et la dernière catégorie, c'est celle qu'on appelle les convertis. C'est des Français de souche, encore faut-il définir ce que c'est qu'un Français de souche, qui sont musulmans. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on nous fait le procès d'un CFCM qui est composé de blédards. Donc sortons de cette image en intégrant un certain nombre de nouveaux arrivants dans l'islam. Nous avons donc l'opportunité, à l'occasion de la réforme du CFCM, de mettre en place une certaine discrimination positive pour assurer une représentativité minimale de ces catégories dans les instances du CFCM. Et parmi les propositions qui ont été pratiquement adoptées, il y a la fixation d'un quota de près de 20% dans le conseil d'administration du CFCM et des CRCM, comme la loi qui a instauré depuis plusieurs années 40% des femmes dans le conseil d'administration des entreprises du CAC 40. La question du financement du culte musulman en France est devenue une question vitale pour le culte musulman. Aucune action sérieuse ou d'envergure, que ce soit au niveau national ou régional, ne peut être menée dans la continuité si cette question n'est pas définitivement résolue. Vous savez que les ressources possibles sont connues. On parle de la redevance halal, on parle de la redevance sur le pèlerinage, de la collecte des dons de personnes physiques, telles que les aumônes, ou la collecte de dons de personnes morales, telles que les mécènes ou des entreprises. Eh bien, le CFCM a pris l'initiative avec l'ensemble des fédérations musulmanes de mettre en place, depuis le mois de juillet dernier, une association cultuelle, loi 1905, qui s'appelle l'Association pour le financement et le soutien au culte musulman, l'AFSCM. Cette association cultuelle est désormais officielle et opérationnelle. Or, on nous dit, ou il paraîtrait, que certains essayent de faire la même chose à travers la création d'une autre association cultuelle, poursuivant les mêmes objectifs et voulant travailler avec les mêmes acteurs du halal et du pèlerinage. Nous sommes profondément convaincus que les musulmans de France, que les acteurs du halal et du pèlerinage, que les fidèles de base préféreront travailler avec l'association cultuelle créée par le CFCM et les fédérations musulmanes plutôt que de travailler avec des financiers ou des banquiers, même s'ils viennent de la banque Rothschild. Nous avons débattu de ce point et nous sommes retrouvés sur 3 points majeurs. Le premier, c'est que les musulmans de France n'ont jamais demandé une modification de la loi de 1905, ni un moratoire d'ailleurs sur cette loi. Deuxième point, les musulmans ne sont pas pour autant opposés à toute évolution de la loi qui permettrait d'en améliorer certaines dispositions. D'ailleurs, cette loi 1905 n'est pas parole d'évangile, entre guillemets, et n'est pas non plus parole de Coran. Elle a déjà été amendée plus de 17 fois. Et dans le cadre des propositions qui sont sur la table, les musulmans de France rejettent toute forme d'amalgame entre islam, islamisme, radicalisme, terrorisme. Quand on parle de l'islam, on parle de l'islam. Quand on parle de terrorisme, on parle d'autre chose. Deuxième point, les musulmans de France souhaitent que l'ensemble des cultes soient traités à pied d'égalité. Les musulmans ne réclament aucun traitement de faveur,
au sens propre comme au sens figuré. D'abord, rétablir la confiance des musulmans dans les institutions représentatives du culte musulman et dans la capacité de ces institutions à accompagner les musulmans dans leur cheminement spirituel et leurs pratiques religieuses et à défendre leur dignité et celle de leur religion. Le second objectif, rétablir la confiance de nos concitoyens à la capacité des musulmans de France à préserver la jeunesse française contre les discours de haine et de violence terroristes se réclamant de l'islam. Concernant le premier objectif, rétablir la confiance des musulmans aux instances représentatives du culte musulman, l'UMF préconise l'évidence, rapprocher davantage ces instances auprès des fidèles par la création des conseils départementaux du culte musulman, en y associant davantage toutes les composantes de la communauté musulmane, notamment les jeunes et les femmes. L'UMF préconise également la mise à contribution de tous les imams et les aumôniers pour un meilleur accompagnement spirituel des musulmans de France, notamment les plus jeunes. La création des conseils des imams et aumôniers au niveau départemental, régional et national est une nécessité évidente. C'est au sein de ces conseils que le contenu du prêche du vendredi, par exemple, comme moyen d'enseignement et d'élévation spirituelle, suivi hebdomadairement par près d'1 million de fidèles musulmans, doit faire l'objet d'un travail collégial, digne des défis auxquels sont confrontés les musulmans de France. La mise à contribution de l'existant des imams, aumôniers et le renforcement de leurs compétences par la formation continue doit être accompagné par la formation initiale de nouveaux imams et aumôniers. Le besoin en la matière est considérable. Il est même l'un des défis, sinon les plus grands défis, que doivent relever les musulmans de France, celui de former des imams à la théologie musulmane contextualisée, aux sciences humaines, à la communication, à l'analyse des idéologies extrémistes, ainsi qu'au décryptage et à la déconstruction du discours radical pour à la fois une meilleure transmission de la spiritualité musulmane et pour la lutte contre toutes les formes de radicalisme. Le dialogue interreligieux, qui est aujourd'hui plus que jamais une nécessité pour la paix et la cohésion nationale, doit se traduire au sein de nos lieux de culte, avec nos fidèles, comme au sein de nos familles, avec nos enfants, par un discours présentant avec estime et respect le choix de nos concitoyens en matière de conviction ou de religion. Ce dialogue permet aussi de rassurer et de construire notre vivre ensemble. Le CFCM et l'ensemble des organisations musulmanes signataires de la présente proclamation se sont réunis à Paris ce dimanche 9 décembre 2018 à l'Institut du monde arabe IBA Paris. Nous souhaitons à cette occasion prendre la parole d'abord en tant que citoyen français de confession musulmane, puis en tant que représentant du culte musulman en France. À l'instar des autres cultes en France, le CFCM a bâti au cours des années une expression commune du culte musulman. Cette jeune structure a été très souvent sollicitée par les pouvoirs publics sur le plan national et régional afin de répondre concrètement aux problématiques liées à la pratique religieuse musulmane. Le CFCM n'a pas ménagé ses efforts pour le culte musulman exprime avec force et de manière symbolique l'expression citoyenne des musulmans de France. Ce long cheminement des musulmans de France s'est réalisé dans l'unité et la fraternité. Le CFCM ayant réuni plusieurs centaines de mosquées à travers ces CRCM, et ce afin de répondre aux attentes légitimes des pratiquants de la deuxième religion de France. Dès sa création, le CFCM, instance perfectible, a été soumise à des défis extrêmement importants, induisant ainsi des espoirs qui n'ont malheureusement pas été entièrement atteints. 15 ans plus tard, il est temps pour le CFCM de franchir un palier qui devra prendre en considération les nouvelles préoccupations auxquelles se trouve confronté le culte musulman. Nous avons aujourd'hui l'occasion d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire du Conseil français du culte musulman. Un chapitre qui s'impose après 15 années d'existence. Un chapitre qui ouvre une ère nouvelle au CFCM. Depuis 2003, les musulmans de France peuvent se retrouver, peuvent discuter, peuvent débattre et même se disputer, mais au moins ils peuvent faire émerger une parole publique sur leur culte de ce pays. Monsieur le ministre, honorables invités, chères sœurs et chers frères, croyez-moi, le CFCM n'a pas chômé durant ces 15 premières années d'existence. Pris en tenaille entre l'agenda des gouvernements successifs et les agendas de nos fédérations, il a parfois titubé. Et certains ont trop rapidement pronostiqué
sa mort. Mais le CFCM est toujours là, debout, et par la grâce de Dieu, il a de beaux jours devant lui. 15 années, c'est peu de temps dans la vie d'une institution, mais 15 années d'activité sur un terrain mouvant comme le culte musulman, c'est un délai optimal pour dresser notre bilan, pour mieux avancer. C'est ce que nous avons fait, car nous savons que tout n'est pas parfait au CFCM, que tout ne sera jamais parfait. Mais nous savons aussi que nous devons et nous pouvons nous améliorer. Nous avons nos atouts, nous avons nos faiblesses. Nous en sommes conscients. Malgré notre légitimité consubstantielle, notre ancrage sur le terrain et notre maillage territorial, il nous reste d'autres espaces à investir. Mais il nous fallait du temps, le temps de l'expérience, le temps de l'apprentissage, le temps de chuter pour se relever, pour évoluer selon le cycle naturel de l'humain. Car la vie est un mouvement. Monsieur le ministre, honorables invités, chères sœurs, chers frères, il a fallu beaucoup de patience pour arriver à des résultats, as-sabr. Car Dieu est avec les sabirin, avec les patients. Il aura fallu 15 ans pour que le CFCM sorte de ses crises de jeunesse, s'émanciper des limites et des réflexes hérités du contexte de sa création, entamer un cycle nouveau, tourné vers les défis qui nous attendent, dans un esprit apaisé, sans regret, mais toujours conscient de la pesante responsabilité. Celles et ceux qui, pour diverses raisons, sont hésitants ou réticents vis-à-vis du CFCM seront écoutés. Leur parole sera accueillie avec une bienveillance fraternelle. Et nous faisons un devoir d'apporter des réponses constructives à leur résistance. Notre volonté est claire. Il s'agit à terme d'unir les 2500 mosquées du territoire sous la bannière de la fraternité rénovée du CFCM. C'est ça notre choix. C'est un choix d'ouverture radicale vers les mosquées, un choix sans discrimination qui ouvre les portes du CFCM au milieu associatif hors des mosquées. Ces acteurs talentueux dont l'engagement citoyen dans l'éducation, dans l'interreligieux, ainsi que bien d'autres secteurs, prouvent que le culte musulman est vivant en dehors de nos mosquées. Ce défi d'ouverture serait incomplet sans notre détermination à entamer une démarche inclusive de nos femmes dans la direction du CFCM, comme elle existe déjà de fait dans la gestion du culte. C'est pourquoi dans tous les départements, tout comme dans le bureau du CFCM, il faudra faciliter l'accès à nos femmes. Un autre défi de taille qui nous attend, chères sœurs et chers frères, est celui de l'autonomie financière du CFCM. Oui, je suis le premier qui a osé à donner publiquement le budget du CFCM. Je l'ai fait par souci de transparence. Je l'ai fait aussi pour le dénoncer. Car j'estime que ce budget explique pourquoi les difficultés du CFCM. Nous ne pouvons pas continuer à faire des plans sur la comète alors que nous savons que nos caisses sont vides. Sur ce sujet, beaucoup a été dit, beaucoup a été entendu. L'heure n'est plus au discours, il est temps de passer à l'action. C'est une question de liberté. On ne négocie pas sa liberté, surtout lorsque les solutions existent. Depuis le mois d'août, nous avons créé l'AFSCM, l'Association pour le financement et le soutien du culte musulman. Nous allons l'activer avec le mandat de répondre aux besoins cultuels des musulmans et des musulmanes de France. La fin de l'espoir est le commencement de la mort, disait le général de Gaulle. Je vous invite donc à garder espoir. Je vous invite à rester vivant dans la dynamique du CFCM. Sachez que pour moi, aussi leur discours de trader me paraît séduisant pour le chef d'entreprise que je suis. Mais je connais l'éthique musulmane. Je sais que le prophète et ses compagnons qui ne giraient pas par le profit. Cette volonté de marchandiser le culte est loin de nos valeurs. Qu'on se le dise donc, l'islam en France n'est pas un produit coté en bourse et qu'il faudrait soumettre aux méthodes de Wall Street. Ceux qui pensent le contraire ne sont pas des habitués de vos mosquées. Ceux qui n'ont jamais géré une mosquée et qui voudraient gérer l'islam devraient commencer par sortir de leur salon doré pour confronter le terrain de son quotidien. Nous devons mener ce combat-là ensemble pour réussir à faire en sorte que les musulmans de France puissent pratiquer leur choix religieux et soient défendus. Et je vous défendrai systématiquement pour le défendre. C'est le principe même de la laïcité. Tous attendent de vous
Représentants des acteurs du culte musulman en premier lieu, mais aussi de tous ceux qui souhaitent s'impliquer dans l'organisation de celui-ci, ainsi que de l'État, des réponses claires, déterminées et efficaces pour permettre à ce culte, à votre culte, de vivre dans notre pays, libéré des tutelles et des querelles de pouvoir. Ces enjeux auxquels nous devons faire face ensemble parce que le succès de l'organisation de la deuxième religion, vous l'avez rappelé, la plus pratiquée dans notre pays, nous engage tous. Le président de la République les avait déjà soulignés très clairement devant vous il y a plus d'1 an et demi lors de son discours à l'occasion du dîner de rupture du jeûne du Ramadan organisé par votre Conseil français du culte musulman, c'était en juin 2017. Je crois nécessaire de les rappeler ce soir, car ils déterminent la démarche que nous avons à poursuivre ensemble vers un seul objectif, un islam qui ait toute sa place en France, sans pour autant renier la diversité de ses traditions, de son histoire, parfois de ses rites, qui fait toute sa richesse. Parler d'islam de France n'est pas inviter à renoncer à l'unicité de votre foi, c'est simplement parler de Françaises et de Français dont la religion est ancrée dans la vie de notre pays et occupe toute sa place dans notre société et son paysage institutionnel, sans plus avoir à passer par la médiation d'acteurs étrangers. En d'autres mots, l'islam en France a vocation, comme tous les autres cultes, à être solidement ancré dans la République, dans ses valeurs, dans ses lois. En un mot, à être pleinement français. Cela signifie aussi, naturellement, que si la France s'enorgueillit de la multiplicité des horizons d'où viennent ceux qui la composent, si elle s'enrichit de cette diversité que j'évoquais au début de mon propos, il n'en reste pas moins qu'elle demande de tous ces enfants qu'ils soient libérés des ingérences et déliés des allégeances étrangères, car c'est cela aussi qui permettra un plein ancrage dans les valeurs de la République. Je ne veux pas à cet égard que soient confondus, d'une part, les solidarités, les liens personnels, familiaux, collectifs qui font partie de la vie et de l'histoire des millions de nos concitoyens, et d'autre part, une politique d'influence conduite par des États étrangers. Cela n'a rien à voir. Et nous parlons bien évidemment, exclusivement, comme dans vos propos précédents, Monsieur le Président, de ce second volet-là. Il ne s'agit pas de nier ni de rejeter les liens d'amitié qui nous lient à ces États, liens souvent indéfectibles, qui résultent d'une histoire partagée et aujourd'hui d'une communauté d'horizons, mais bien d'affirmer la volonté légitime qu'a la France de s'assurer que, sur son sol, la liberté de culte s'exerce dans les mêmes conditions pour tous ses citoyens. Je voudrais insister sur ce point, car si nous sommes ici, vous, représentants des acteurs du culte du musulman, moi, ministre de l'Intérieur, face à des défis, des chantiers, des combats communs, nous avons dans ces chantiers des rôles à jouer qui nous sont distincts, mais qu'il nous appartient évidemment de jouer pleinement et le plus souvent ensemble. Si nous nous opposons, nous irons à l'échec, nous le savons. Et donc nous devons évidemment construire ensemble, avec l'ensemble des religions qui ont aujourd'hui toute leur place en France, ces solutions. Il ne s'agit pas de faire une loi qui viserait telle ou telle religion. Il s'agit de faire avancer ces valeurs de laïcité dans toute leur plénitude, je dirais presque dans toutes leurs exigences, mais aussi leur beauté. Votre rôle, vous, les acteurs du culte musulman, est celui de l'organisation interne de votre culte, et plus particulièrement de son expression institutionnelle. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises, depuis 15 ans, vous le portez au sein du Conseil français du culte musulman. En la matière, une chose est claire, et je vous la rappelle tout de suite. Il ne s'agit pas pour l'État d'écrire les réponses aux enjeux de l'organisation du culte musulman. Cela relève entièrement de la responsabilité de ses fidèles. Mais je réfute aussi l'idée que l'État devrait s'en désintéresser, car comme je l'ai dit, les chantiers qui sont devant nous concernent toute la société française. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui. La parole religieuse a une autorité particulière, et à ce titre, il n'est pas illégitime qu'elle fasse l'objet d'une vigilance particulière. Pourtant, 113 ans après 1905, plusieurs des dispositions qui visaient précisément à garantir cet objectif se trouvent en réalité inapplicables. Qui peut se satisfaire que les dispositions de cette loi qui protègent contre toute contrainte en matière de religion ne soient pas applicables parce que les sanctions sont désuètes ? Qui peut reprocher au gouvernement de réfléchir avec vous à la meilleure façon de les rendre effectives ? Il en va de même sur le deuxième objectif fixé par cette loi, qui est un objectif de transparence dans la gestion du culte.
La loi de 1905 prévoit ainsi de façon précise les règles auxquelles sont soumises les associations pour l'exercice du culte, comme l'obligation que leurs actes fassent l'objet d'une approbation annuelle ou qu'elles tiennent un inventaire de leurs immeubles. Mais 113 ans après la loi de 1905, qui sait que ces dispositions ne s'appliquent pas en réalité pour, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, beaucoup de lieux d'expression du culte musulman? Vous le savez, vous. Et donc, il est essentiel que nous puissions chercher ensemble des solutions avantageuses, et vous l'avez dit, qui donneront les moyens à la fois de garantir cette obligation de transparence prévue par la loi, qui doit être opposable aux toutes, mais qui permettent aussi de renforcer ce dispositif. Parce que, conforme à l'esprit libéral d'ailleurs donné à ce texte par son rapporteur Aristide Briand, la loi de 1905 assumait que la séparation des églises et de l'État puisse être aussi qu'on mette en place des moyens de financement. Et donc, il est possible, effectivement, et c'est l'intérêt des lois 1905, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, que nous puissions avancer dans ce sens-là. Nous allons y travailler ensemble, c'est l'engagement que je prends devant vous. Voilà donc, mesdames et messieurs, notre état d'esprit. Non pas modifier, remettre en cause la loi de 1905 qui serait sommée de s'adapter à la présence de l'islam en France, mais au contraire, la conforter, précisément en vue de permettre son application dans les meilleures conditions aux musulmans, comme pour tous les autres croyants de notre pays. Et de ne jamais, jamais faire de différence entre une religion et une autre.